Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, 5e et dernier volet de cette semaine sur la République démocratique du Congo, avec un dossier qui sera consacré à la formation des jeunes footballeurs. Au programme également de cette émission, les massacres se poursuivent dans l'Est de la République démocratique du Congo. La société civile a adressé une lettre ouverte au chef de l'État. Et la Centrafrique se dote d'un comité pour la prévention et la répression des génocides. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos éditorialistes, Gracien Okindikiza, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tous. Et Jean-François Candy-Combé, bienvenue. Bonsoir Fanny et bon début de week-end à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Tout de suite, l'actualité du jour. À l'est de la République démocratique du Congo, les massacres de civils se multiplient. Plus de 1000 personnes ont déjà été tuées en 1 an et demi. La coordination des sociétés civiles des territoires de Béni, Butembo et Lubero viennent d'adresser une lettre ouverte au président Joseph Kabila. Diran Ndiaye. Les violences se poursuivent au nord Kivu. Une série de massacres touche en effet la région de Béni depuis l'automne 2014. La zone est aujourd'hui le théâtre d'attaques d'une rare violence. La coordination des sociétés civiles des territoires de Béni, Butembo et Lubero a adressé une lettre ouverte au président Joseph Kabila le 14 mai 2016, demandant des enquêtes sur les récents massacres et une évaluation des opérations de lutte contre les groupes armés menées dans la région. Malgré les promesses fermes, les massacres continuent. C'est la raison principale pour laquelle nous avons envoyé la lettre ouverte au président de la République. Depuis le 2 octobre 2014 jusqu'à ce jour, nous comptabilisons les morts tués sauvagement. Nous arrivons jusqu'à 1116 personnes dans les deux territoires de Béni et Lubero. Ces violences ne sont pas revendiquées. Toutefois, les autorités de Kinshasa accusent l'un des groupes armés qui opèrent dans la région, le mouvement ougandais des forces démocratiques alliées, ADF. Des groupes armés étrangers et des milices locales occupent plusieurs localités en dépit de la présence de l'armée congolaise, appuyée par la Brigade internationale d'intervention de la MONUSCO. La situation, elle est vraiment catastrophique et aujourd'hui, au-delà du président Kabila, c'est à l'Union africaine que l'on demande d'agir. C'est au Sénégal qui aujourd'hui assume le poste au Conseil de sécurité pour l'Afrique de jouer donc de l'expertise de sa diplomatie pour faire bouger donc le Conseil de sécurité. C'est le procureur de la CPI, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Ce sont ces grandes instances-là qui aujourd'hui doivent enclencher donc des enquêtes, faire un travail très sérieux pour déterminer les acteurs et les responsabilités autour de ce massacre qui est inadmissible en terre africaine. Alors que le 14 mai, l'armée congolaise et la MONUSCO lançaient conjointement l'opération Usalama pour neutraliser les auteurs de ces violences, la société civile à Béni a décrété 3 journées ville morte à partir du 18 mai et déclaré vendredi 20 mai journée ville morte au sud Kivu. Gracien, la société civile estime que ces massacres ont lieu dans l'indifférence totale. Est-ce qu'elle a raison de dire ça? Je pense qu'elle a raison. Elle a raison parce que ça se passe à 200-300 mètres des camps militaires, du camp même de la MONUSCO. Et on sait bien que dans la région de Béni, dans le Kivu, le mouvement qui était important, le mouvement qui était bien armé, puissant, bien organisé, c'était le M23. Combien de temps il a fallu pour vaincre le M23? On ne parlait plus de M23 dans le Kivu. Mais on voit bien des petits groupes. On a l'impression que les forces qui ont combattu le M23 n'existaient plus, alors qu'elles sont là. J'ai l'impression que ce soit le MONUSCO, que ce soit l'armée congolaise, ils veulent pactiser avec les groupes qui sont là. Et vraiment, il faut le dire, que ce soit le FDLR, que ce soit les autres groupes, on vit, on cohabite, alors que la première mission, la deuxième mission, c'était de les combattre, c'était de les chasser de la région. Et voilà, aujourd'hui, on voit ce qui se passe, on ne sait pas si vraiment c'est lié avec la politique de Kinshasa. Alors oui, justement, Jean-François, comment se fait-il que ces massacres continuent alors même que l'armée congolaise et la mission onusienne sont sur place? Ce sont des horreurs et on ne peut que s'incliner devant les morts. Ce qui se passe au Congo, certes, mais on a la reproduction de la même chose en République centrafricaine, au Mali, au Burundi. Et j'ai l'impression, dans une certaine mesure, que nos parents, nos enfants, nos grands-parents sont ceux qui sont morts
sont des variables d'ajustement d'un certain nombre de politiques, de certaines prétentions de positionnement diplomatique et politique, et que par ailleurs, on a, je dirais presque, on est sacrifié sur l'autel de théories fumeuses, par exemple, ce qu'a très bien rappelé Gratien. De quoi s'agit-il? Qu'il s'agisse du Congo ou des autres pays que j'ai cités, lorsque des groupes comme ça prennent les armes, qu'il y a une mission qui a été commandée par le Conseil de sécurité, de protection de la population civile. Pourquoi diligenter des discussions, des palabres, pendant que les gens meurent? La première mission de la MONUSCO ou des autres forces des Nations Unies, c'est d'abord la protection de la population. Et je suis peut-être un homme simple, mais vous ne pouvez pas protéger une population si vous ne désarmez pas ceux qui menacent à sa vie et à son intégrité, si vous ne les neutralisez pas, si vous ne les désarmez pas. Il y a un processus qui, dans mon esprit simple, est simplissime, mais ceci n'est pas suivi. On dit que les Nations Unies, ces groupements, la MONUSCO, la MINUSCA, etc., viennent toujours pour des missions de longue haleine parce qu'il faut pouvoir amortir, dans une certaine mesure, qu'un certain nombre d'États auraient intérêt à ce que des territoires soient déstabilisés, mais je fais observer que c'est la vie des personnes qui est en cause et c'est sans doute la valeur essentielle, à mes yeux. Gratien, les massacres sont attribués aux rebelles ougandais de l'ADF NALU par le gouvernement. L'ONU va bientôt publier un rapport où elle donne une autre version avec la participation possible de plusieurs groupes, dont rwandais. Est-ce que c'est possible? Je ne crois pas vraiment à la participation du groupe ougandais quand on voit comment ça s'est passé et surtout la composition ethnique, disons, de Béni, les Nandais. Il y a aussi, je pense plutôt, il faut regarder surtout du côté il y a aussi des FDLR rwandais parce qu'il y a des conflits entre les Hutus et les Nandais dans la sous-région. Il y a aussi, il faut le dire, qu'on parle aussi de la participation de certains éléments de l'armée congolaise. Pourquoi? Parce qu'il pourrait y avoir des intérêts économiques. C'est une région qui regorge d'or, de bois, de coltan. Coltan qui est utilisé pour fabriquer nos téléphones tactiles, donc qui est très recherché. Donc il y aurait, d'après certains, il y aurait une politique pour éloigner la population. Parce qu'il faut dire une chose, on peut soit, disons, chasser les gens, bon, on peut exproprier les gens, ou l'État peut dire, j'ai pas les moyens, au lieu de les exproprier, certains, même hommes d'affaires, qui peuvent faire en sorte que les gens fuient la région pour qu'ils aient la zone tranquillement. Merci. Dans l'actualité également, la Centrafrique vient de se doter d'un comité national de prévention et de répression du crime de génocide, de crimes contre l'humanité et toute forme de discrimination. Cette nouvelle structure lancée à Bangui aura aussi pour tâche la prévention des conflits. Oumou Kalsumba. Les autorités centrafricaines ont mis en place cette semaine à Bangui le Comité national pour la prévention et la répression du crime de génocide. L'instance est composée de 36 membres, dont des représentants du gouvernement, de la société civile, des associations de femmes, de jeunes et de chefs religieux. Ce comité a pour vocation de lutter contre toutes les formes de discrimination et de crimes contre l'humanité. Il faut retenir un aspect fondamental, c'est le respect de la primauté du droit, la rule of law. Aussi longtemps qu'on ne renforcera pas le respect des droits de l'homme, aussi longtemps qu'on ne combattra pas l'impunité, il faut craindre que l'on puisse voir les erreurs du passé se commettre à nouveau. Selon les autorités onusiennes, la mise en place de ce comité permettra d'accompagner les politiques de réforme du nouveau gouvernement. Il renforcera les institutions et va vulgariser le respect et la primauté du droit. Son rôle est aussi de contribuer au renforcement du processus de réconciliation. Cela passera par l'organisation de forums et des initiatives de paix pour unir les communautés. Je voudrais réitérer au nom de la famille des Nations Unies notre engagement à appuyer vos initiatives qui, sans aucun doute, placeront votre pays en orbite pour la réalisation des objectifs du développement durable. Rappelons qu'en juin 2015, la République centrafricaine avait adopté une loi portant création d'un tribunal pénal spécial. L'institution juridique a la compétence d'enquêter, d'entendre et de se prononcer sur les violences graves des droits de l'homme. Cependant, les analystes révèlent que d'énormes défis restent à relever car une grande partie du pays demeure divisée selon des lignes ethniques et religieuses.
Jean-François, ce type de structure est nécessaire après ce qu'a connu la Centrafrique? Sur un plan général, Fanny, je vous répondrai sur deux plans. Un plan général d'abord. Sur un plan général, on peut trouver vertueux qu'on mette en place des structures de ce type-là pour lutter contre les crimes de masse. Mais en revenant à la situation de la République centrafricaine, je ne peux pas m'empêcher de me poser des questions. Bien sûr, cette institution est une institution utile, peut-être une institution utile, mais il s'agit d'une institution de prévention du génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, et j'en passe. La prévention, ça veut dire qu'on regarde devant et qu'il y a des risques qui se profilent devant. Nous savons, nous sommes en République centrafricaine, qu'il y a eu des milliers de meurtres, des centaines de villages rasés, des milliers de femmes qui ont été violées. Les crimes ont eu lieu. Par conséquent, la priorité ne me semblait pas être cette institution-là, c'est plutôt l'autre institution dont il a été question dans le reportage, c'est-à-dire la Cour pénale spéciale qui existe sur le papier, puisque la loi a été adoptée. Il reste quoi? Il reste quelques décrets de nomination. Et pourquoi attend-on et mettons en place ce type de structure qui est utile, certes. De mon point de vue, et j'en aurais terminé, il y a là une sorte d'orientation générale en République centrafricaine aujourd'hui. Toutes les autorités ne parlent que de réconciliation. On ne parle pas de lutte contre l'impunité. Or, ce que je crois, moi, c'est que quand on parle de réconciliation, on parle d'une centaine, 200 peut-être têtes de personnes, c'est-à-dire les groupes armés, les têtes des groupes armés, mais le reste, la lutte contre l'impunité, c'est 95% des 4 millions de Centrafricains qui sont laissés pour compte dans cette affaire. Donc, moi, je me réjouirai de cette institution le jour où la Cour pénale spéciale aura vu le jour, parce qu'après tout, la meilleure des préventions du crime de masse, c'est de sanctionner ceux qui l'ont commis par le passé. Gratien, vous êtes d'accord? Juger les crimes qui ont déjà été commis, c'est prioritaire? Oui, c'est prioritaire. Il faut les juger comme ça. Les autres voient bien qu'il n'y a pas d'impunité. Donc, si on ne juge pas, on ne peut rien faire. Si on met une loi, et on vote une loi, et que finalement la loi ne sanctionne personne, tout le monde va violer la loi. S'agissant justement de ce comité, moi j'ai l'impression qu'on peut définir un comité, tout ce qu'on veut, mais prévention de génocide et de crimes, il faut savoir qu'est-ce qui génère. Pour moi, pour prévenir, il faut savoir lutter, aller là où se trouve la source du mal. La source du mal, c'est quoi? C'est la politique et la bonne gouvernance. C'est la Constitution. Est-ce que ce comité va garantir que la Constitution ne soit pas modifiée? Est-ce qu'il pourra garantir les droits de l'homme, la liberté? C'est vraiment la base de tout, et aussi une sorte de répartition des ressources du pays. En Centrafrique, et si on se bat comme en République démocratique du Congo, ce n'est pas pour la politique politicienne, mais c'est pour les ressources qui sont dans le pays et les ressources qui sont accaparées par une minorité, d'autres aussi veulent manger. Alors justement, Jean-François, quels moyens et quel pouvoir doit avoir ce comité pour être efficace? À mon avis, ce type de comité ne peut pas avoir de grands pouvoirs. C'est un comité de prévention et vous savez très bien que vous ne pouvez pas agir lorsque l'acte n'a pas encore eu lieu, lorsque l'acte est seulement en préparation, qu'on soupçonne seulement qu'il y a des donneurs d'ordre qui se lèveront peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc il s'agit surtout d'une œuvre d'éducation citoyenne, de réunion, d'explication, de tentatives de médiation. Et je reviens d'ailleurs de Bangui où il a été beaucoup question de médiation. Mais je redirai ici ce que j'ai dit là-bas, c'est que la médiation trouve sa limite là où doit être affirmée l'autorité de l'État, et même dans un État de droit et dans un État démocratique, ça reste une relation d'ordre, comment dire, une relation non pas horizontale, mais une relation verticale. Il faut respecter l'autorité. C'est une manière de dire que force doit rester à la loi. Et par conséquent, pour revenir à votre question, ce type d'organe est utile en tant qu'organe de sensibilisation et d'éducation, point. Ça ne peut pas faire autre chose. Si la seule éducation et la seule sensibilisation étaient suffisantes pour arrêter le génocide et pour arrêter des intentions criminelles, on le saurait de par le monde. Il faut d'autres mesures. Merci, nous avons marqué une courte pause un instant. La deuxième partie de l'Africa News, on va tout de suite.